10 heures. Encore une fois, merci à tous les deux d'avoir bien voulu vous rendre disponible pour ce café juridique sur le thème Investir en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, pour donner un peu le contexte de la rencontre de ce matin, elle est inspirée d'une affirmation ou alors d'une citation de M. Akinwumi Adesina, patron de la Banque africaine de développement, qui, dans l'une de ses allocutions auprès de certains intervenants et opérateurs économiques et personnalités diplomatiques, affirmait: il est temps de changer le discours sur l'Afrique. Euh, Par là, on peut entendre bien entendu changer le narratif autour de l'Afrique, mais cela a une implication de notre point de vue. Est-ce qu'on peut changer le narratif autour de l'Afrique sans mettre en évidence l'attractivité économique des pays d'Afrique? De notre point de vue, non. Et c'est dans le cadre de la recherche des réponses à cette préoccupation qu'il nous a semblé bon, il nous a semblé utile et même opportun d'effectuer ce café juridique sur le thème de l'Afrique, en l'occurrence de l'investissement en Côte d'Ivoire, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le panel de ce matin deux personnes, deux experts, en l'occurrence Monsieur Georges Yao Yao, d'une part, et d'autre part Monsieur Stanislas Zézé-Bayard. Donc, sans plus tarder, et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, bien entendu, je m'adresse à Stanislas et à Georges. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la première préoccupation. S'il fallait commencer cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Vous avez la parole. Nous sommes deux, à qui vous adressez? Alors vraiment, c'est sans protocole, hein. Georges ou Stanislas, voilà. Oui, c'est sans protocole, mais ce serait bien quand même de désigner, parce que sinon on va rendre. Bon, on va le faire par ordre alphabétique. On a Georges qui vient avant Stan, donc on commence par Georges. Bah voilà. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup, Tiffan. Merci à tous d'avoir rejoint ce webinaire, cette discussion. Je me présente là. Allô. Qui est la première agence de notation financière d'Afrique francophone, donc qui existe depuis 16 ans, et nous avons introduit la notation financière en monnaie locale, ce qui a révolutionné naturellement la notation financière et l'évaluation des risques des pays africains et des entreprises africaines par rapport aux notations qui étaient faites par les agences internationales. Donc l'idée de créer cette agence était justement de rectifier le biais qui était permanent avec à la notation en devises locales pour des pays qui ont très peu de devises étrangères, enfin devises étrangères pour des pays qui ont très peu de devises étrangères, ont été condamnés à avoir de mauvaises notes, ce qui ne voulait pas nécessairement dire qu'ils n'étaient pas crédibles. Donc je suis très content de savoir que 16 ans après, les pays africains ont réalisé l'importance de cet outil-là pour établir leur crédibilité. Et donc, nous sommes basés en Côte d'Ivoire. Nous intervenons dans 20 pays africains, 2 pays européens et un pays asiatique. Et nous sommes agréés sur plusieurs marchés financiers d'Afrique et nos notes sont reconnues en Europe également. Donc, aujourd'hui, évidemment, je suis content de participer à ce débat qui met l'accent sur des problématiques évidemment de cartographie de risques d'investissement sur lesquels nous travaillons systématiquement chaque année. On organise non seulement des rapports de risque pays qui établissent les cartographies des pays africains, mais dans certains pays on organise des conférences de débat justement sur cette cartographie de risque-là, donc qui met en relief les forces et les faiblesses des pays concernés. Merci Stanislas. Allô. Oui, nous sommes là. Ouais. Je disais merci Stanislas pour la présentation. Georges, je sais pas, on a été coupé lorsque vous avez fait votre présentation. S'il vous plaît, si ça ne vous embête pas, et vraiment c'est pas dans le souci de vous déranger, si c'est possible de reprendre la vôtre pour qu'on ait tout le monde dans le scope. D'accord. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous m'entendez bien?
mieux maintenant? Oui, là, ça va. Ouais, ça va, c'est bon. Hein. Ok, d'accord. Donc, je disais que je suis Georges Yao Yao, expert comptable diplômé, avec un peu plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Principale. Oula. On vous entend. Oui, Allez-y, hein. ok, d'accord. Donc, je disais que, oui, aujourd'hui, nous travaillons principalement avec des entrepreneurs euh, basés en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région qui souhaitent s'installer et qu'on accompagne sur des missions d'établissement, de business plan, de revue juridique, d'accompagnement comptable ou fiscal. Donc le fait de travailler avec ces personnes qui s'installent dans notre pays nous permet d'être en position d'intervenir aujourd'hui sur ce thème que nous trouvons très intéressant au niveau économique et principalement sur la Côte d'Ivoire. Donc je suis très heureux de rejoindre le call et d'être avec vous, Ivan et Stan et l'ensemble des personnes qui sont venues. Merci. Merci à tous les deux pour ces éléments de présentation. Et nous allons embrayer avec la deuxième préoccupation, c'est la définition de l'investissement. Pour vous, à quelle réalité renvoie la notion d'investissement? Nous avons une définition qui est proposée par Sage, le distributeur mondial de logiciels, de gestion comptable d'ailleurs, et selon laquelle l'investissement, et qui présente l'investissement comme une dépense estimée à une dépense destinée à augmenter la richesse de la personne qui l'engage et qui est immédiate et ayant pour but d'obtenir un effet positif quantifiable à court, moyen ou long terme. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors, si je peux prendre la parole, pas vraiment, parce que pour moi, l'investissement, c'est pas une dépense. Une dépense, ça a l'air obligatoire. Hein, les dépenses que l'État doit faire, les dépenses que chacun doit faire à la fin du mois, ça paraît obligatoire. L'investissement, c'est plutôt un engagement financier volontaire. D'accord. Et l'objectif, justement, c'est de s'enrichir, mais tout en prenant en compte la possibilité, justement, de perdre son capital. Donc, la notion de risque est introduite dans l'investissement. Donc, on ne peut pas parler d'investissement sans parler d'une notion de risque. Et donc, un investissement, finalement, va répondre à trois questions fondamentales. Quelle est l'opportunité d'investir, justement, dans une logique de trouver quelque chose qui permettrait de nous apporter quelque chose. Et la deuxième question, c'est quel est le retour sur investissement. Donc, évidemment, la richesse qu'on pourrait éventuellement créer à travers cet investissement volontaire. Et la troisième question, c'est quel est le risque qu'on prend de perdre cet investissement parce que justement, il y a cette possibilité-là. Voilà comment je définirais, moi, l'investissement, mais pas une dépense, plutôt un engagement volontaire et financier dans l'optique justement de s'enrichir, mais en tenant en compte la possibilité de perdre ce capital-là. D'accord, c'est noté. Merci Stanislas. Si vous permettez que je reprenne exactement ce que vous venez de nous dire, en fait, pour vous, quand on parle d'investissement, il faut tenir compte de 4 points. Est-ce que je veux m'engager? Est-ce que je veux investir? Deuxièmement, est-ce que c'est opportun pour moi d'investir? Troisièmement, quels sont les risques que je prends lorsque je prends cette décision d'investir là? Et enfin, j'ai oublié le quatrième point. Quatrième point, c'est quel est le retour sur Ah, investissement, à voilà, quoi je dois m'attendre. voilà, merci. Merci. Donc, voilà les 4 points pour vos éléments de réponse par rapport à cette préoccupation. Et nous passons la parole à Georges. Ok, moi du fait de mon métier, j'ai une vision un peu plus comptable sur le sujet. D'abord, pour moi, d'un point de vue comptable, les opérations d'investissement correspondent à l'acquisition de biens qu'on va utiliser de façon durable dans l'entreprise. Ces biens vont modifier durablement le cycle d'exploitation de l'entreprise, à différence d'une charge qui plutôt est détruite par ce cycle d'exploitation. Donc, pour être très basique, on va avoir ce qu'on appelle des immobilisations corporelles et incorporelles financières.
Du point de vue financier, le site d'investissement, pour moi, va se distinguer en site d'investissement, de financement ou d'exploitation. Et pour s'assurer de la rentabilité de l'investissement, on va faire des calculs sur ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, qui est un indicateur qui permet de savoir si l'investissement est rentable ou pas. Donc, de façon assez globale, c'est comme ça que je positionnerai l'investissement. On peut parler de dépenses. Stan fait plutôt une distinction entre volontaire ou involontaire. De toute façon, il y aura une sortie d'argent qui va me permettre d'influencer le site d'exploitation de l'entreprise. Si on peut résumer, à mon avis, la notion d'investissement. D'accord, merci, c'est noté, Georges. Nous embraye avec la préoccupation suivante. L'un des arguments pour promouvoir l'investissement en Côte d'Ivoire est la situation géographique de ce pays d'Afrique francophone, qui lui garantit une appartenance à deux espaces économiques, en l'occurrence l'UEMOA et la CEDEAO. Partagez-vous ce point de vue? Alors, la situation géographique de la Côte d'Ivoire n'est pas nécessairement ce qui fait que par partir à l'UEMOA ou à la CEDEAO, enfin, l'appartenance à une communauté économique est une volonté politique. Donc, c'est la volonté politique d'appartenir à cet ensemble-là qui est plus important dans le cas de son appartenance. Maintenant, évidemment, sa situation géographique est une très bonne situation dans la mesure où ça lui donne un peu le rôle de hub avec cette ouverture sur la mer et qui permettrait évidemment d'être un centre névralgique économique pour les pays de l'Interland, donc les pays qui sont enclavés, et que pour elle-même, pour la Côte d'Ivoire même comme pays, avoir cette ouverture vers la mer. Maintenant, évidemment, le fait d'appartenir à la CEDEAO et l'UEMOA est un avantage significatif pour la Côte d'Ivoire en réalité parce que ça permet d'avoir des marchés économiques de 15 pays. Dans le cas de la CEDEAO, un marché économique de 15 pays, donc où les barrières de circulation de personnes et de biens sont baissées. Donc évidemment, il est beaucoup plus intéressant d'avoir un marché de près de 500, enfin, il me semble maintenant 300 millions, un peu plus de 300 millions d'habitants que d'avoir un marché de 30 millions d'habitants. Donc, en termes de situation géographique, oui, être la Côte d'Ivoire, là où elle est positionnée, est une position très stratégique, géographiquement d'ailleurs, de par son accès à l'eau, mais aussi sa situation de pays membres de la CEDEAO lui donne cette possibilité d'avoir un marché beaucoup plus élargi. Merci Stanislas. Jean. Oui, donc peut-être que je comprends la question, elle est liée aux investissements directs étrangers en fait en Côte d'Ivoire. Donc si on reprend les analyses du FMI, en fait les investissements directs étrangers peuvent prendre 4 formes. Premièrement, la création d'une entreprise ou d'un établissement à l'étranger. Ensuite, l'acquisition d'au moins 10% du capital d'une entreprise étrangère déjà existante, le réinvestissement de ses bénéfices par une filiale ou une succursale à l'étranger, ou les opérations entre la maison mère d'une firme internationale et ses filiales. Et selon les recherches que j'ai faites, il existe plusieurs facteurs déterminants pour les investissements étrangers, parmi lesquels on pourrait citer les facteurs de marché, la taille, la croissance du pays qui reçoit ces investissements, les facteurs de coût, par exemple l'abondance et la qualité de la main-d'œuvre, la faiblesse des coûts de production, le taux d'inflation, et enfin les facteurs qui sont liés au climat des affaires, tels que la stabilité politique, la sécurité juridique, etc. Pour envoyer ce que Stan vient de dire, effectivement, la Côte d'Ivoire va servir de point d'entrée dans l'UEMOA du fait. Georges, on vous perd un peu. Là, vous êtes un peu loin de votre micro. Donc, si vous pouvez vous en rapprocher. Allô? Oui, là, ça va. Oui, ok. Donc, je dis que pour chérir sur ce
que Stan disait tout à l'heure, effectivement, la Côte d'Ivoire sert très souvent de point d'entrée dans l'UEMOA, ce qui lui confère certains avantages en termes d'investissement direct étranger. Mais il faut aussi reconnaître que le gouvernement ivoirien a mis en œuvre un certain nombre de réformes qui ont pour but d'influer sur l'attractivité du pays, notamment en ce qui concerne les facteurs de coût et ceux qui sont liés au climat des affaires. Par exemple, le climat des affaires, on peut parler en Côte d'Ivoire de l'existence du Centre de promotion des investissements, qui est le CPC. L'existence de codes d'investissement qui ont été adoptés récemment, la réforme de l'appareil judiciaire, je parlais tout à l'heure de sécurité juridique, on a le tribunal de commerce, etc. Et même si aujourd'hui on n'a plus le classement Doing Business, la Côte d'Ivoire au cours des récentes années avait fait beaucoup d'efforts pour évoluer au niveau de ce classement-là. Donc je pense qu'on ne va pas seulement parler d'attractivité de la Côte d'Ivoire du fait de sa situation géographique ou de son appartenance à des ensembles économiques, mais on doit aussi parler des facteurs liés au climat des affaires, des facteurs liés aux coûts. Et sur les coûts, on peut parler des efforts qui sont faits par le gouvernement en matière de travaux d'infrastructure qui ont pour but de baisser les coûts de production pour les investisseurs étrangers. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Ok, merci Georges, merci Stan. Et on va enchaîner avec la préoccupation qui suit. En se fondant sur le plan national de développement, c'est-à-dire PND, qui s'étale de 2021 à 2025, les professionnels du droit et du chiffre constatent que les investissements sont principalement tournés vers les industries extractives et vers la finance, avec pour objectif de faire de l'investissement privé un moteur de croissance économique du pays. Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors déjà, le PND n'est pas nécessairement tourné vers la finance et les industries extractives. Hein. C'est un pays qui a une économie extrêmement diversifiée. Donc évidemment, c'est tourné vers tous les secteurs d'activité, mais surtout, c'est un pays qui est dans une logique d'industrialisation, donc dans une logique de transformation de son économie. Et donc, évidemment, tous les projets vont certainement aller dans cette logique-là, d'investir dans les infrastructures, dans une logique de transformer même l'environnement des affaires qui permettrait d'attirer des investisseurs qui voudraient investir dans la transformation économique. Donc la Côte d'Ivoire est dans un chemin de nouveaux paradigmes économiques et de nouveaux modèles économiques. Elle a commencé par avoir une économie extrêmement diversifiée, qui était la première étape. Et la deuxième étape, désormais, c'est justement de transformer cette économie-là. Maintenant, elle met l'accent sur le secteur privé, ce qui est une stratégie extraordinaire. Beaucoup de pays, malheureusement en Afrique, mettent l'accent sur le contrôle de l'État sur l'investissement dans l'économie, ce qui ne permet pas justement d'absorber tous les projets, parce que l'État n'a pas justement forcément tous les moyens nécessaires financiers pour pouvoir combler le vide de tous les investissements. Donc mettre l'accent sur le secteur privé est une approche extrêmement smart, et ce qui fait qu'aujourd'hui, Côte d'Ivoire est rentrée dans un schéma économique extrêmement bénéfique d'ailleurs, dans les partenariats publics-privés. Donc la majorité des projets d'investissement sont financés par le privé dans une logique de BAT, Build, Own and Transfer, où le secteur privé construit, exploite sur une certaine période et restitue à l'État. Et dans ce type d'investissement, l'État investit très peu, ce qui permet justement de réaliser des économies pour d'autres projets, surtout des projets socio-économiques. Et donc, prendre le secteur privé comme actionnaire majoritaire dans cette logique de développement économique est une stratégie qui est extrêmement porteuse, parce que ça a monté ses preuves ailleurs. Et voilà, donc oui, cette politique est en train de payer, parce que quand nous faisons l'évaluation de la qualité de crédit et de la cartographie des risques de la Côte d'Ivoire, les signaux sont généralement verts, et d'ailleurs s'améliorent d'année en année. Donc on a affaire à un pays qui a adopté une stratégie
de développement qui est extrêmement smart et qui permet justement de faire des grands bonds en avant. Quand on fait une comparaison avec les autres pays, on voit bien que la Côte d'Ivoire semble avancer très rapidement, justement parce qu'elle met un accent significatif sur faire participer le secteur privé de son économie dans le développement et la stratégie de développement économique. Ok, d'accord, merci, c'est noté, Stanislas. Georges? Oui, merci pour la question. Je pense qu'avant de parler de PND, on devrait aussi parler du code des investissements, parce que la Côte d'Ivoire s'est dotée de plusieurs codes d'investissement depuis plusieurs années. D'accord. Et lorsqu'on analyse le dernier code d'investissement qui a été adopté en 2018, il y a une première indication de secteur prioritaire dans ce code-là. Donc, des personnes qui vont investir dans ces secteurs d'activité vont bénéficier d'incitations fiscales. Et en se référant à ce code, on voit l'agriculture, l'agro-industrie, la santé et l'hôtellerie. Ça, c'est déjà dans le code d'investissement de la Côte d'Ivoire, 4 secteurs prioritaires qu'on peut identifier. Il faut aussi savoir que la Côte d'Ivoire dispose d'un code minier depuis 2014. Le dernier date de 2014 et le dernier code pétrolier date de 1996, ce qui confirme la place des industries extractives dans la stratégie d'attractivité de la Côte d'Ivoire. Il faut aussi noter l'existence d'un grand bassin du FITIB qui abrite en son sein la zone franche de biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication. Donc avant le PND, il y a déjà un environnement qui positionne certaines industries. Maintenant, si on revient sur le dernier PND 2021-2025, on a en fait 7 grappes industrielles qui ont été identifiées. Premièrement, les bâtiments et matériaux de construction. Il y a également les technologies de l'information, l'industrie pharmaceutique, parce que l'objectif du pays, c'est de porter la production locale des médicaments à 25% d'ici 2025. Il y a également le tourisme, on n'y pense pas souvent, mais l'État a mis en place une stratégie nationale de développement touristique qui est dénommée Sublime Côte d'Ivoire, et il a attendu dans ce secteur des investissements de l'ordre de 3200 milliards de francs CFA. Il y a également l'industrie textile, parce que le gouvernement ivoirien ambitionne de mettre en place une industrie à destination des États-Unis dans le cadre de l'initiative AGOA, qui est l'African Growth Opportunities Act. Et à ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de plus d'une dizaine d'usines fonctionnelles d'égrainage de coton. Il y a également le secteur de l'automobile et des pièces détachées qui apparaît comme une grappe industrielle sur laquelle la Côte d'Ivoire veut investir. Et enfin, le secteur des emballages qui accompagne forcément le développement dans tout ce qui est biens de consommation, biens d'exportation, etc. Donc, c'est vrai que l'industrie extractive a une place importante, mais comme Stan le disait, l'économie ivoirienne est très diversifiée et aujourd'hui, le gouvernement peut se positionner sur cette famille industrielle. Merci à tous les deux pour ces nouveaux éléments d'éclairage. Et pour continuer notre échange, nous allons enchaîner avec la préoccupation suivante. Dans une étude publiée par Prosper Africa, la Côte d'Ivoire est présentée comme une puissance économique régionale, une puissance sous-régionale qui contribue à plus du tiers du PIB, produit intérieur brut de l'UMOA, et qui représente 60% des exportations agricoles. Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, la Côte d'Ivoire, effectivement, est un mastodon économique de la sous-région Ouest-Afrique. Si on prend déjà l'UEMOA, la Côte d'Ivoire représente 40% du PIB de l'UEMOA. Première économie de l'UEMOA et il me semble des fois deuxième ou troisième économie de la CEDEAO, mais maintenant deuxième économie, donc après le Nigeria. Donc, évidemment, il y avait
une concurrence entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais évidemment la Côte d'Ivoire est passée devant. Je dis mastodonte parce qu'en réalité, vient le Sénégal avec 17%, donc de 40%, 17% comme deuxième économie, c'est-à-dire que ça représente un pouvoir, une situation économique extrêmement importante pour cette sous-région. 70% de la liquidité de l'UOMOA circule en Côte d'Ivoire. La bourse régionale des valeurs mobilières est en Côte d'Ivoire avec, me semble, sur 50, je crois que c'est 52 ou 53 sociétés, je ne sais plus. La Côte d'Ivoire, en tout cas, a plus de 95%. 95% de ces sociétés sont ivoiriennes. Donc ça montre bien la position de cette économie-là. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est définitivement un carrefour économique extrêmement important pour toute la sous-région, de par son libéralisme économique. Donc la Côte d'Ivoire est un pays avec un modèle économique libéral très ouvert, extrêmement ouvert, qui fait que le pays attire énormément d'entreprises étrangères parce qu'il y a très peu de barrières à l'entrée, très peu de restrictions pour les sociétés non ivoiriennes, au point où on a l'impression que les sociétés ivoiriennes sont les moins loties dans cet environnement-là. Ça montre bien que ce libéralisme économique positionne la Côte d'Ivoire forcément à un niveau d'attractivité extrêmement important et fait que justement la Côte d'Ivoire a ce niveau de performance économique et de revenu économique nettement supérieur au reste des autres pays. Merci Stan. Georges? Oui, effectivement, comme ça l'a dit, la Côte d'Ivoire est une puissance économique régionale très importante et je pense que pour comprendre ces atouts-là, on pourrait ajouter à ce qu'il vient de dire qu'il y a eu quand même un renforcement de la stabilité politique au cours des récentes années. La Côte d'Ivoire est un pays agricole, puisqu'on est très bien positionné sur tous les produits d'exportation, comme le café, le cacao, dont nous sommes premier producteur mondial, la noix de cajou, etc. Il y a aussi, on parlait d'industrie extractive, des ressources naturelles du sol ivoirien. Et puis, on pourrait parler aussi de la stabilité monétaire qui est liée à notre appartenance à l'Union économique monétaire ouest-africaine et ainsi qu'à la zone franc CFA. Je ne vais pas rentrer dans le débat sur est-ce qu'il faut garder le CFA ou pas, mais aujourd'hui, ça nous garantit une certaine stabilité monétaire. Il y a également, on en a parlé tout à l'heure, une volonté affichée du gouvernement à améliorer le climat des affaires. Et pour terminer, il y a les infrastructures. La Côte d'Ivoire est dotée de très bonnes infrastructures, même si on n'en a pas suffisamment aujourd'hui et que le pays est perpétuellement en chantier, mais on a des infrastructures qui permettent de soutenir l'économie, notamment les infrastructures routières, le port d'Abidjan, le port de San Pedro. Au-delà de cela, je pense qu'on doit aussi parler de quelques points d'attention qu'on pourrait avoir par rapport à l'évolution économique de la Côte d'Ivoire. Je citerai en premier quelques incertitudes sur la sécurité du fait des tensions au Mali et au Burkina Faso. On pourrait parler aussi du déficit budgétaire actuel qui pourrait ralentir la mise en place de certaines réformes. La dette publique, Constant est mieux placé que moi pour parler d'endettement. Aujourd'hui, on note un risque modéré de surendettement. Et puis, le pendant du fait que nous soyons une économie qui est basée sur l'agriculture, c'est le fait qu'on soit vulnérable aux catastrophes naturelles. Donc, il y a des périodes où la récolte du cacao n'est pas très bonne parce qu'il y a eu une maladie des plants de cacao, il n'y a pas eu suffisamment de pluviométrie, etc. Après, on peut parler du fait qu'on a une économie informelle qui est massive, ce qui fait que en matière fiscale, on a des soucis
aussi à élargir l'assiette fiscale. Donc, c'est un travail qui est fait chaque année euh, par le ministère du Budget avec les annexes fiscales qui sortent, qui permettent de rationaliser le dispositif et d'élargir l'assiette. Mais ça, c'est un gros challenge qui existe. Et puis, je terminerai par le fait qu'on a un grand écart de richesse entre la capitale économique Abidjan et le reste du pays. Donc, malgré le fait qu'on ait un certain nombre d'atouts qui nous garantissent aujourd'hui ce positionnement de mastodonte économique dans la sous-région, je pense qu'il y a d'autres points sur lesquels on pourrait travailler pour améliorer encore la situation économique de notre pays. Merci encore à tous les deux. Et vous avez déjà d'ailleurs commencé à évoquer quelques éléments de réponse à la préoccupation qui suit, qui est la suivante. Comment expliquez-vous que la Côte d'Ivoire continue à maintenir sa croissance dans un contexte marqué par les incertitudes? Alors, il est extrêmement important de comprendre que pendant plusieurs années, la Côte d'Ivoire a construit progressivement sa résilience vis-à-vis des chocs extérieurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il fallu qu'on fasse une résilience très forte. Et cette résilience a été prouvée pendant la crise de la Covid et la crise du prix du cacao. Et cette résilience est basée premièrement sur la diversification de l'économie, le libéralisme de l'économie, l'attractivité de cette économie-là, qui a permis de construire progressivement une résilience. Donc la Côte d'Ivoire a pu absorber tous ces chocs, et même les chocs de la guerre en 2011. Donc évidemment, ceci dit, ça veut dire que chaque fois que vous aurez une économie comme celle-là qui a développé de façon continue sa capacité de résilience, elle va toujours performer tant qu'elle a une stratégie de développement qui est positive et qui est attractive. Elle va se développer, elle va pouvoir absorber ces chocs-là parce que justement, elle a une stratégie qui lui a permis de construire progressivement cette résilience-là. Pendant le Covid, pendant que la majorité des pays étaient en récession, la Côte d'Ivoire a eu quand même 2% de croissance. Donc, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je crois que ce sur quoi la Côte d'Ivoire doit travailler, et d'ailleurs, elle a commencé à travailler là-dessus, Georges le mentionnait tout à l'heure, c'est la déconcentration de l'économie qui est 80% concentrée sur la capitale. Donc évidemment, il y a un effort aujourd'hui dans la stratégie de déconcentration et de diversification régionale en matière de stratégie économique. Donc, la Côte d'Ivoire a commencé à créer des pôles régionaux industriels. Et je pense qu'elle va certainement continuer dans cette lancée et créer des pôles régionaux économiques qui permettront justement d'équilibrer cette économie et d'équilibrer aussi cette résilience-là à tous les niveaux. Parce que c'est bien qu'une économie soit performante et résiliente, mais c'est encore mieux quand elle est géographiquement diversifiée, équilibrée, et que justement cette absorption peut-être oui, mais l'inclusion justement viendra du fait qu'il y ait une décentralisation économique et un équilibre de performance économique sur tous les territoires, de sorte à ce que ça évite l'exode rural qui est massif et que ça aussi attire les investisseurs pour aller dans l'intérieur du pays. Parce qu'en réalité, l'erreur que beaucoup de pays africains font dans leur code d'investissement, ils ont l'impression que c'est la fiscalité réduite qui attire les investisseurs. Non, les investisseurs payent leurs impôts, même là où ils sont dans leur pays, ils payent les impôts. C'est un bonus d'avoir une réduction d'impôts, mais le plus important, ce ne sont pas les impôts dans un code fiscal. Le plus important, c'est l'attractivité de la zone. Est-ce que vous avez les infrastructures économiques et sociales nécessaires qui vont permettre d'attirer des investisseurs? Est-ce qu'il y a des clients nécessaires? Parce qu'à la fin de la journée, il faut pouvoir vendre. Est-ce qu'il y a un environnement qui permettra à ces investisseurs-là d'investir? Donc,
Et je crois que la logique de décentralisation économique est une logique extrêmement importante pour regarder les pays développés. C'est ce qui fait la différence. Si vous prenez la France, par exemple, quelqu'un qui a fini ses études à Marseille, la probabilité qu'il aille chercher du travail à Paris, elle est plutôt mince. Il cherchera du travail d'abord dans sa région parce qu'il y a du travail. Et je crois que c'est ça même l'essence même du développement d'un pays. C'est la possibilité de pouvoir décentraliser économiquement et rendre toutes ces régions attractives économiquement. D'accord, merci, c'est noté. Georges? Oui, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a des éléments de risque auxquels on doit faire attention. La guerre en Ukraine peut avoir des impacts négatifs sur l'économie. La Covid, même si on est arrivé à maîtriser cette pandémie qui pourrait avoir des impacts sur l'économie ivoirienne, et comme toujours, vu qu'on est un pays agricole, une baisse des prix des produits agricoles pourrait compromettre les perspectives de croissance du pays qui sont estimées à environ 7% sur les 5 prochaines années. Et puis, je pense qu'il faut sérieusement se pencher sur le risque climatique. La Côte d'Ivoire a reçu une COP. Il y a un problème avec le micro, hein, Georges, s'il vous plaît. Allô? Donc là, c'est mieux. Là, apparemment, c'est mieux. Allez-y. Ok, d'accord. Donc, je disais qu'il y a des facteurs de risque à surveiller. Et moi, le risque que je trouve important, c'est le risque climatique. Parce que s'il y a des risques climatiques trop élevés, la Côte d'Ivoire étant un pays agricole, pourrait avoir des problèmes de mobilisation de ressources, de baisse de nos produits d'exportation, des volumes d'exportation, qui pourrait mettre à mal l'économie. Sinon, comme ça l'a dit, les fondamentaux sont là, l'économie performe, elle est résiliente, mais il faut faire attention à ces éléments de risque-là pour pouvoir les gérer. Et j'ai compris que au niveau de l'énergie, la Côte d'Ivoire souhaite augmenter la contribution des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour passer d'environ 40% en 2019 à 42% en 2025. Développer une stratégie de développement à faible émission de carbone, réduire les dommages et pertes liées au risque de catastrophes naturelles. Donc, c'est des éléments qui sont sur l'agenda du gouvernement qui permettraient d'améliorer la résilience de l'économie ivoirienne. Donc, merci, Georges. Si vous permettez, juste avant la prochaine question, je voulais renforcer un peu ce que Georges a dit, parce que je crois que c'est extrêmement important. Mais sur le plan du risque, il est extrêmement important de comprendre que justement, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit les risques climatiques, évidemment, au lieu de les voir comme des risques potentiels, il faut plutôt les voir comme des opportunités. Des opportunités de renforcer l'indépendance des pays africains, notamment celui de la Côte d'Ivoire. Les risques climatiques, justement, puisque les risques climatiques ont une susceptibilité de réduire la production, c'est justement de transformer cette production pour qu'on ait besoin de très peu de production à exporter. Parce qu'en réalité, la valeur ajoutée que nous perdons en exportant des produits de première, enfin des produits, nos ressources primaires, évidemment, cette valeur ajoutée, nous pouvons la regagner si nous transformons les produits sur place. Et d'ailleurs, non seulement ça, la rareté de ces produits sur le marché peut justement avoir un impact positif sur l'augmentation de ces prix-là. On prenait le cacao, par exemple, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, mais elle en produit trop, justement. Et donc, ça fait qu'il y a trop de stocks de cacao sur le marché, ce qui a un impact négatif sur le prix. Hein. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et je crois que si la Côte d'Ivoire transformait 70% de son cacao en produits cosmétiques et en produits nutritifs, et qu'elle exploitait que 30%, elle aura un plus grand impact
sur le coût du cacao à l'extérieur d'une, et justement réduit sa dépendance vis-à-vis de ces produits exportés et développer un marché local et régional et avoir beaucoup plus de revenus d'ailleurs sur la même quantité de cacao récolté. Donc je crois que la logique de la transformation de l'économie est justement une logique de réduire systématiquement ces différents risques de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce à quoi ça rime, et de permettre aux pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, d'être de plus en plus indépendants vis-à-vis justement des exportations de matières premières et vis-à-vis de l'extérieur tout court. Voilà. Merci à tous les deux. La préoccupation suivante est: à combien estimez-vous le coût moyen de vie pour les jeunes âgés de 24 à 35 ans, qui représentent une part importante de la population? Je pense que moi, j'approcherais ça différemment, parce que le D'accord? vie, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent pour ces jeunes-là. Je crois que le plus important, c'est l'opportunité, en réalité, pour ces jeunes. Aujourd'hui, vous avez les jeunes qui représentent la grande majorité de la population, mais ces jeunes sont confrontés à des problématiques extrêmement importantes, celle de la précarité de l'emploi. C'est même pas de l'emploi, enfin, parce que quand on parle de chômage, et un pays comme la Côte d'Ivoire vous dit que son taux de chômage est de 4%, ça fait sauter tout le monde au plafond, mais pourtant, elle a raison, parce que la définition du chômage, c'est le taux de non-occupation. Vous êtes chômeur si vous n'êtes pas occupé. Même si votre occupation n'est pas rémunérée, quand vous êtes occupé, vous n'êtes pas chômeur. Et les occupations, les Africains, ils en ont tout le temps. Et donc, évidemment, le plus important, c'est plutôt la précarité des emplois, parce que les emplois sont plutôt précaires. Donc, ces jeunes-là, la préoccupation pour ces jeunes, c'est surtout comment réduire le taux de précarité de l'emploi et comment créer des opportunités. C'est en ça que l'entrepreneuriat devient extrêmement important. Et d'ailleurs, l'entrepreneuriat dans une économie, c'est peut-être certainement l'activité la plus importante, parce qu'un pays se développe à un secteur privé. Le secteur privé, ce sont les entreprises, donc les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, c'est de créer un environnement qui soit propice pour que ces jeunes-là entreprennent. Qu'est-ce qu'on appelle propice? C'est déjà créer un cadre qui permettrait de former ces jeunes à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat et comment entreprendre. Créer un environnement qui favorise évidemment les PME locales et les TPME locales. Créer des conditions qui permettraient justement à ces TPE d'avoir un marché local et ensuite un marché régional. Pour moi, c'est comme ça que justement on pourra absorber la préoccupation que ces jeunes ont, qui est une réalité et qui, à mon sens, peut constituer une bombe à retardement sur le long terme ou sur le moyen terme même d'ailleurs. On commence à constater beaucoup de pression dans beaucoup de pays. Donc la préoccupation devrait être plus surtout leur capacité à avoir des opportunités dans un pays comme celui-là qui est très performant. Ceci dit, la Côte d'Ivoire est un pays très performant, mais c'est un pays qui est fragile en réalité. Fragile pourquoi? Fragile dans ce sens où 95% du tissu économique est constitué de PME locales qui ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez 5% du tissu économique constitué de multinationales qui produisent 80%, multinationales étrangères, ceci dit, qui contribuent à 80% de la richesse. Donc, ça veut dire qu'en cas de réelle secousse et que ces entreprises se retirent, vous avez 80% de la richesse, justement, qui s'effondre. Donc, c'est pourquoi il est extrêmement important que la préoccupation de cette frange de la population en termes de création d'entreprises pour pouvoir justement avoir des PME qui soient solides et qui puissent inverser la tendance, c'est d'avoir du 40 dans 60% de la richesse devrait être créée par des entreprises locales et 40, si on veut, par des entreprises étrangères, mais pas du 80-20. Et donc c'est plutôt là que pour moi il y a une réelle préoccupation et
qui est malheureusement pas prise correctement en compte, parce que quand je vois tous les projets pour les jeunes, ça met beaucoup l'accent sur les financiers. Enfin, je crois que l'objectif, c'est pas ça. Un jeune qui est bien formé, qui monte une entreprise, qui prend un besoin et qui a les compétences nécessaires, pas besoin de l'État pour le financer. On voit comment obtenir son propre financement. Voilà ce que je vois comme la préoccupation de cette tranche-là. D'accord, c'est noté, merci. Georges? Oui, c'est vrai que votre question est un peu difficile à aborder si on peut se baser sur le prix moyen de la vie. Bon, on a quelques indicateurs comme le taux d'inflation qui est relativement élevé par rapport à ces 10 dernières années, puisqu'on est environ à 4%, contre une moyenne de 2% au cours des 10 dernières années. Donc, il y a ce sujet-là qui va avoir un impact sur de l'ensemble de la population, pas seulement ceux qui sont entre 24 et 35, quoique la majorité de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Effectivement, le sujet de l'insertion professionnelle est clé et à mon avis, il y a aussi un sujet d'adéquation entre les formations et la demande des entreprises. Moi, quand je fais le tour de mes confrères ou de ceux qui sont dans les professions libérales, aujourd'hui le sujet c'est le recrutement. Est-ce qu'on arrive à avoir des jeunes qui sont formés et qui sont en mesure de répondre aux attentes des entreprises? C'est quelque chose d'assez compliqué, ne peut pas être résolu en un claquement de doigts, mais le gouvernement a commencé à travailler sur le sujet, puisqu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance, qui va donner des formations qualifiantes à certains jeunes pour qu'ils puissent s'insérer dans le tissu économique, soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels le pays doit travailler de façon hardie pour que ces jeunes-là puissent s'insérer de façon plus efficace et qu'on puisse leur donner des sécurités de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'emploi précaire. Donc je suis parfaitement aligné avec la position de Stan sur le sujet. Il faut qu'on puisse travailler sur l'entrepreneuriat, peut-être avoir des initiatives où on commencerait à donner des rudiments sur l'entrepreneuriat aux lycéens, par exemple. Moi, je me souviens que j'étais à l'école primaire dans les années 90 à Yamoussoukro. Dans notre école primaire, on avait une coopérative. C'était rien de très sérieux. Je ne sais pas si on avait un chiffre d'affaires très élevé. Mais le fait d'avoir une coopérative, on avait des lapins, des poulets, des produits potagers, ça nous apprenait d'une certaine façon l'entrepreneuriat, comment on organise une petite entreprise, etc. Donc je pense qu'il y a de l'espace pour avoir des initiatives pour commencer à infuser l'entrepreneuriat, de sorte à ce que aussi on sorte de cet esprit où c'est l'État qui doit me donner du travail. Ça, c'est un sujet qu'on a ici. L'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. L'État n'est pas le plus gros employeur du pays. Donc, il faut qu'on donne les moyens à ces jeunes-là d'avoir l'opportunité soit de se prendre en charge, soit de s'insérer efficacement avec une formation qui correspond aux attentes des jeunes. Voilà ce que je voulais ajouter sur le sujet. Merci encore à tous les deux. Et la préoccupation suivante. Là, nous allons parler un peu de sport. Nous allons parler de la CAN. Dans le cadre de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN, la Côte d'Ivoire a engagé d'importants travaux d'infrastructure. D'après vous, comment cet événement peut-il contribuer à booster l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire? Je crois que beaucoup de travaux ont été commencés avant même qu'il y ait une décision de CAN. Donc, je veux dire, il y a une continuité, mais évidemment, forcément, il y a des infrastructures qui sont liées directement à la CAN. Et l'avantage de ça, c'est que ça contribue justement à renforcer cette volonté
de décentraliser les infrastructures d'Abidjan vers d'autres villes. Par exemple, les villes où il y aura du football, évidemment, il faut créer des infrastructures pour recevoir les gens, notamment des hôtels, des habitations, l'aéroport, peut-être par exemple une ville portuaire comme San Pedro, qui est en train de voir son aéroport devenir un aéroport beaucoup plus grand parce qu'il était tout petit. Et donc c'est surtout ça l'avantage, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des infrastructures assez importantes dans certaines villes qui vont recevoir mais l'avantage, en réalité, c'est de savoir que la Côte d'Ivoire était déjà dans une dynamique de construction d'infrastructures. Ça vient accélérer pour un certain nombre de régions, c'est une excellente chose, en espérant qu'après le football, ça continuera, parce que bon, c'est un événement ponctuel. Et la probabilité qu'ils reviennent dans 2 ans ou dans 1 an ou dans 3 ans dans le pays, c'est plutôt quasi inexistant. Donc évidemment, on ne peut pas baser un développement d'infrastructures sur un événement ponctuel. Donc je crois que ça permet, sur du plan ponctuel, d'avoir des infrastructures dans certaines villes clés. Et donc ça anticipe sur le développement qui était prévu de toute façon en termes de développement d'infrastructures régionales. Et donc ça a l'avantage de ça, mais il faut comprendre que la Côte d'Ivoire était dans cette logique de développement d'infrastructures depuis longtemps et continue justement sur cette lancée-là. Merci Stan. Georges? Oui, au plan économique, moi j'ai identifié trois impacts importants. Il y a un impact direct qui est lié à l'organisation en tant que telle de l'événement et un impact sur des dépenses touristiques qui va constituer le premier impact que je considère comme l'impact direct de la compétition. Ensuite, on aura un impact indirect qui va être issu des échanges tout au long de la chaîne de valeur avec les sous-traitants, les fournisseurs qui vont intervenir au cours de l'événement. Et enfin, on aura un impact induit qui sera issu de la consommation des ménages générée par les revenus liés aux deux précédents impacts. Donc, de façon globale, on a un impact économique important de cette compétition-là. Mais moi, ce que je retiens vraiment de la compétition, c'est plutôt un impact socio-économique à long terme, basé sur la promotion du savoir-faire ivoirien, l'art culinaire, vestimentaire, l'artisanat, des loisirs, un positionnement aussi de la Côte d'Ivoire en tant que destinataire touristique en lien avec le programme Sublime Côte d'Ivoire dont j'ai parlé tout à l'heure, un renforcement de la pratique sportive, augmentation des écoles de football, du nombre de licenciés, avec un impact sur l'économie du sport en Côte d'Ivoire, et enfin un impact positif sur la cohésion nationale par la création d'un sentiment d'union nationale, notamment si on arrive à gagner cette coupe. Là, je parle en tant que membre de la Fédération ivoirienne de football. L'objectif, c'est qu'on puisse être au dernier carré et, si possible, gagner la compétition. Donc, si on arrive à faire ça, on aura un impact très fort sur l'économie ivoirienne, mais aussi sur les habitants de la Côte d'Ivoire. Merci encore à tous les deux. Et maintenant, on a une affirmation qui a été faite par enfin, je vous la reprends telle quelle, je vous reprends la question telle qu'elle a été préparée. D'après vous, le renforcement des échanges entre pays d'Afrique, tel que prôné par son Excellence Monsieur Mamoudou Fadil, consul honoraire de la Côte d'Ivoire, basé à Douala, au Cameroun, peut être une opportunité pour les pays d'Afrique face au contexte actuel qui est marqué par des incertitudes. Est-ce que la question est assez claire? En réalité, si je comprends bien, c'est quelle est l'opportunité justement de renforcer des relations entre les pays africains au vu de la crise internationale, c'est ça? Tout à fait. Ouais, je crois que de toute façon, toutes les crises, je pense que depuis la crise du Covid, je crois que la fermeture des frontières a bien montré à l'Afrique sa fragilité. Sa fragilité parce que justement, elle était fragmentée.
économiquement, politiquement et géopolitiquement était complètement fragmentée et ça la rendait extrêmement faible, vulnérable et très dépendante. Et donc je pense que parti de là, on voit le sens même, le bon sens de la ZLECAf. Donc cette plateforme qui permettrait de baisser les barrières entre les pays africains. Mais il y a énormément de préalables à mettre en place. Je crois que c'est extrêmement important. Déjà, il y a les visas. Les visas qui, pour moi, aujourd'hui, sont complètement inutiles en Afrique. Vraiment inutiles. Quand vous comparez les pays, vous voyez le niveau de développement, avoir des visas pour aller d'un pays à l'autre, c'est complètement inutile. Et donc, c'est inutile parce que la probabilité que quelqu'un quitte un pays pour aller s'installer dans un autre est plutôt très mince parce que les opportunités sont généralement les mêmes. Donc évidemment, ça empêche la libre circulation des personnes et empêche justement de développer le business. La deuxième chose, ce sont les monnaies. Les monnaies ne sont pas convertibles entre elles, donc évidemment, ça ralentit les échanges. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour faire une transaction au Cameroun, vous êtes obligé de passer par l'euro. Vous voulez faire une transaction au Ghana, vous êtes obligé de passer par le dollar, ce que je trouve complètement ridicule. Et donc aujourd'hui, ça met l'Afrique dans une situation très, très, très complexe. Et ça, c'est la troisième chose, c'est les marchés financiers sont très, très fragmentés et très cloisonnés. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas emprunter au Ghana, vous ne pouvez pas emprunter au Sénégal, au Cameroun, vous ne pouvez pas emprunter au Maroc, et pourtant vous avez la possibilité de 53 autres pays. Donc ça veut dire qu'en réalité, par ce cloisonnement, les Africains se privent justement d'opportunités. Donc aujourd'hui, ils ont tous réalisé qu'il est extrêmement important de baisser toutes ces barrières-là. Maintenant, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique, parce que je crois que le frein véritable, c'est cette logique de souveraineté, qui pour moi n'a pas beaucoup de sens. Les pays européens ne perdent pas leur souveraineté parce qu'ils sont en Union européenne, ils ne perdent pas de souveraineté parce qu'ils ont la même monnaie. L'UEMOA est un exemple extrêmement intéressant, où ça fonctionne extrêmement bien. Mais ça veut dire que si on pouvait étendre justement cette logique-là sur toute l'Afrique, avoir un seul marché des capitaux, une seule monnaie, évidemment, on ne serait pas en train de subir de plein fouet les crises extérieures qui n'ont absolument rien à voir avec l'Afrique, sauf que l'Afrique s'est malheureusement abandonnée dans cette logique de mondialisation sans se rassurer qu'elle ait les capacités justement de pouvoir s'autosuffire en cas de fermeture. Et cette crise est vraiment un eye-opener et j'espère que les pays africains en ont pris bonne graine et que les stratégies qui sont en place aujourd'hui seraient des stratégies non seulement de relations sud-sud entre pays africains, de baisser les barrières pour pouvoir augmenter justement le trafic et mutualiser également les forces. Regardez les compagnies aériennes. Air Afrique était un exemple extraordinaire. C'est la mauvaise gestion qui a coulé Air Afrique, mais c'était extraordinaire, ce modèle de transport aérien. Aujourd'hui, il faut cette mutualisation là, sur plusieurs volets, que ce soit les centres de recherche, que ce soit l'agro-industrie, que ce soit les institutions de pointe. Et il faut rentrer dans une logique de mutualisation. Et donc, évidemment, tout ça nécessite une vraie relation entre franche et ouverte entre les pays africains et qui réalisent qu'ils sont condamnés à être unis, condamnés à former une union, sinon ils n'y arriveront pas. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des unions de façade qui ne donnent absolument rien et qu'il y a des pays africains dans cette situation où le premier partenaire économique sont les pays occidentaux au lieu que ce soit des pays qui soient juste à côté d'eux. D'accord, merci. Georges? Oui, effectivement, votre question nous oriente vers l'État et ça, on en a parlé longuement. J'ajouterais qu'il y a des études d'impact qui ont montré qu'on aura des effets économiques positifs si on arrive à mettre en œuvre cette étape avec une croissance substantielle des flux commerciaux entre pays africains, des effets sur le PIB, des effets aussi sur le bien-être des pays
pays membres. Il y a un exemple palpable. Afrexim et la ZLECAf ont lancé le système panafricain de paiement et de règlement depuis la fin de l'année 2021. Malheureusement, l'adoption n'est pas encore totale sur toute l'Afrique, mais il serait bien qu'aujourd'hui, pour payer des marchandises au Kenya, je ne sois pas obligé de passer par une banque correspondante qui utilise des dollars ou que je sois obligé de faire du change en euros pour pouvoir travailler avec une entreprise dans un autre pays. Et tous ces éléments-là font que ça ralentit l'activité économique et que les entreprises africaines payent des frais qu'on ne devrait pas payer si on arrivait à mettre en place, par exemple, ce système de paiement-là et de règlement au sein de l'Afrique. Donc, c'est des initiatives à encourager et il faut qu'on ait la volonté politique pour que les choses avancent plus rapidement, de sorte à promouvoir le commerce intra-africain et faire avancer l'ensemble de nos économies. D'accord. Merci à tous les deux. Et nous sommes pratiquement parvenus au terme de notre échange de ce matin parce qu'il nous reste juste une question à évoquer. Si vous deviez donner une short list de secteurs dans lesquels vous avez identifié des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, vous y mentionneriez quel secteur? En réalité, l'avantage d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui a compris l'importance de la diversification et donc évidemment a fait de tous les secteurs d'activité des priorités. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, tous les secteurs d'activité sont prioritaires dans la mesure où les conditions légales, administratives et juridiques sont remplies pour que qui que ce soit qui veut investir dans un secteur d'activité a la possibilité de le faire parce que tous les textes sont prêts. Donc il n'y a pas de secteur plus prioritaire que les autres. Il faut faire sa propre étude, regarder quels sont les secteurs qui vous intéressent, quels sont les secteurs que vous estimez être très rentables selon votre stratégie d'investissement et les secteurs qui peut-être ont beaucoup plus d'historique parce que justement les gens ont beaucoup investi dans ces secteurs-là et ont peut-être beaucoup plus d'expertise parce que les gens ont beaucoup investi. Après, c'est une approche d'investisseur à investisseur, mais en termes d'opportunités, tous les secteurs d'activité définitivement sont attractifs en Côte d'Ivoire. Certains sont plus développés que d'autres, mais en général, tous les secteurs d'activité sont des secteurs qui pourraient être très très rentables. Il y a des secteurs, donc Georges l'a dit au début, des secteurs qu'on ne prend pas, qu'on prend pas nécessairement au sérieux, mais une fois qu'on s'y penche, on voit bien que les retours sur investissement sont extrêmement importants. Le tourisme, par exemple, quand on y pense, il y a eu quelques investissements publics qui ont été faits et la contribution du tourisme dans le PIB est passée en 10 ans des 0,4 à 7%. Donc c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il suffit juste de prêter attention à un secteur d'activité et se rendre compte que tout est mis en place pour que l'investissement dans ce secteur-là soit possible et qu'il y a possibilité de retour sur investissement. Et je rappelle encore que l'esprit de l'économie libérale rend la Côte d'Ivoire et son économie un pays très attractif en termes d'investissement. Oui, merci Georges. Pardon, merci Stan. Georges? Oui, en gros, tous les secteurs sont attractifs. Je partirais peut-être sur un ou deux coups de cœur. Premièrement, la fintech, tout ce qui est paiement. C'est un secteur important en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit l'éclosion de cartes virtuelles, d'agrégateurs de paiement, etc. Je pense qu'il y a une possibilité de croissance dans ce secteur-là.
le paiement et la technologie. L'industrie pharmaceutique importante parce que le profil épidémiologique de la Côte d'Ivoire est en train de changer. On part de maladies infectieuses aujourd'hui vers des maladies chroniques type diabète, etc. Donc, ce changement-là fait qu'il y a des besoins d'investissement dans l'industrie pharmaceutique. Il y a l'énergie aussi. J'ai parlé tout à l'heure de la nécessité d'avoir un mix énergétique avec beaucoup plus d'énergie renouvelable, avec tout ce qui est lié à l'optimisation des consommations énergétiques, etc. Donc, si je peux me baser sur 3 secteurs d'activité, je serais sur le paiement, la fintech, l'industrie pharmaceutique et l'énergie. Donc, merci encore à tous les deux d'avoir bien voulu prendre quelques minutes ou alors quelques heures de votre temps pour tenir cette rencontre avec nous afin de nous édifier sur l'attractivité économique de la Côte d'Ivoire.